Bonjour Mickaël, bienvenue Bah, au Palais. merci Laure de m'avoir proposé de venir là pour regarder cette séance-là, de voir tous ces beaux problèmes de maths avec ces enfants-là qui étaient en train de réfléchir dessus. C'est assez intriguant et ça donne envie de s'y remettre aussi, hein. Ah oui, C'est- mais je me demandais justement parce que la dernière fois que tu as animé un atelier, ça remonte un peu, non? Ça remonte, alors en tout cas, des ateliers que j'ai fait de façon régulière, oui, ça remonte bien à il y a 3 4 ans, 3 ans. Et c'est toujours, voilà, c'est toujours assez agréable de revoir tous ces problèmes et en plus ils sont très bien choisis, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, ils sont Oui. enfin, je On en est un peu victime en fait, parce que on les a choisis. Il y a eu une première édition qui a été faite en 1986, ouais. et depuis, on a ces casse-têtes qui sont prêts et qui ont tous en fait cette potentialité en fait assez simple, assez facile d'accès, mais qui peuvent se dérouler derrière. Et l'idée, c'est qu'on puisse vraiment poser un maximum de questions Mmh. et vraiment pousser à la réflexion. Et donc, ce sont des casse-têtes qui sont vraiment mathématiques. Et c'est difficile d'en ajouter des nouveaux au catalogue. Oui, il faut en trouver des aussi bons, quoi, C'est ça. qui ouais. Dès qu'ils ne s'arrêtent pas, dès qu'on a la solution, Mmh. voilà. Ouais, c'est parce que en fait, c'est vrai que c'est le genre de choses qu'on adore, quoi, en maths. C'est quand on a une petite question, on peut l'expliquer en 30 secondes et puis derrière, 3 semaines après, on y est encore en disant: «Mais on peut aussi se poser cette question» et ça déroule et ça Ouais. s'arrête jamais et on peut voir ça à tous les niveaux, quoi. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment le. Des fois, il y a des. On voit vraiment, il y a des enfants qui ont déjà ce truc-là, qui ont vraiment cette envie de, quelque part, qui se posent plutôt des questions plutôt que d'avoir envie de trouver la solution, et Ouais. qui sont très intéressés quand on leur demande de faire une preuve et qui vont naturellement essayer d'en trouver d'autres, etc. Mmh. Ou vous proposer un nouveau truc à prouver. Parfois, ça nous arrive que c'est très rare, mais qu'il y Ouais. en a qui nous proposent d'eux-mêmes, ah bah tiens, une nouvelle propriété qu'ils ont essayé de prouver. Et Mmh. ça, c'est super chouette, quoi. Nous, c'est vraiment ce qu'on Et espère. et alors du coup, il y a des réactions différentes? Oui, bah, oui, donc selon les types d'enfants, selon le type de problème. Est-ce qu'il y en a qui vont pas accrocher sur une type d'énigme et puis qui vont par contre, avoir, Oui. parce que des fois on peut avoir des états d'esprit différents voilà, on réfléchit pas. Il y a des gens qui sont meilleurs pour réfléchir Oui. géométriquement ou numériquement ou Alors, je suis vraiment complètement d'accord, et je trouve qu'un des problèmes qui permet de le voir le plus, tout compte fait, c'est, je pense, les carrés gréco-latins, c'est-à-dire les cylindres colorés, ouais, qui est un qui sont problème. derrière. Voilà, on peut se poser en fait des questions de maths qui sont assez rigolotes, combien de solutions est-ce qu'il y a, etc., qui sont Mmh. même assez difficiles, enfin Ouais. difficiles d'y répondre. On aime bien aussi commencer avec une étape très simple et poser une question impossible en disant bah, allez chercher ce problème et trouver une solution. Mmh. Et donc il va falloir qu'ils trouvent par eux-mêmes que c'est impossible et qu'ils trouvent la preuve que c'est impossible. Oui, j'étais avec eux tout à l'heure quand on posait la question et puis je réfléchissais: «Mais c'est pas possible» et puis du coup, en même temps, ils y arrivaient pas non plus, ils commençaient à puis il y a le moment où on se regarde tous Ouais. et on se dit: «Mais vous non plus, vous trouvez pas? Vous non plus, vous aussi, vous pensez que c'est pas possible?» mais pourtant, elle nous a posé la question Ouais, bah et ça c'est. Bon là c'est assez délicieux pour nous, ouais. mais ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment du public. Alors là pour le coup l'accueil est très différent. Il y en a que ça énerve, Ouais. qui comprennent pas pourquoi on leur a posé un truc impossible, et il y en a qui adorent. Là c'est clivant, et on voit vraiment les deux profils. Il y en a qui vont adorer chercher plein de solutions sans trop se poser de questions, et d'autres qui vont justement pas trop aimer ça, même quelque part être pas très bons là-dedans parce qu'ils vont réfléchir à d'autres trucs en même temps et Ouais. adorer la partie sur le côté impossible et tout Oui, ça. c'est ça. Oui, parce qu'en plus, c'est des choses auxquelles on n'est pas forcément habitué à l'école, quoi. C'est-à-dire que d'habitude, quand on nous pose une question, à l'école ou au collège ou au lycée, là, Ouais. on est censé avoir une réponse et même on est censé avoir la méthode pour trouver la réponse dans le cours. Oui, Alors que là, en fait, ça se rapproche beaucoup plus justement d'une démarche de recherche. C'est-à-dire que les mathématiciens, les mathématiciennes dans leur labo, ils savent pas quelle question ils se posent et puis quand ils s'en posent une, ils savent pas s'il y a une réponse. oui, c'est clair. Mais d'ailleurs, justement, enfin, nous, on est complètement avides et très curieux d'avoir l'avis de quelqu'un qui a vraiment fait de la recherche en maths. Mmh. Parce que donc, tu as fait une thèse en mathématiques. Ouais. Et c'est vrai que nous, on promet toujours aux élèves en début d'atelier que ça va être un peu comme de la recherche mathématique. Mmh. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'il en est? Bah, c'est vrai que ça mime très bien la recherche en mathématiques. Justement, le côté, on n'a pas de réponse. Voilà, quand on fait de la recherche, ça arrive d'avoir pas de réponse. Et puis le côté aussi, on va trouver certaines réponses, mais là, il y en a plusieurs qui sont partis de l'atelier en ayant trouvé certaines choses. Mais la dernière question qu'ils se sont posée, ils n'ont pas eu la réponse. Parce que c'est naturel, il y a toujours une autre question qui arrive après. Et ça, c'est aussi quelque chose qui arrive en recherche. Moi, quand j'ai fait ma thèse, alors c'était des probas. Mhm. Et dans le domaine où je travaillais,
Et il y avait une conjecture qui datait des années 90, donc ça faisait 20 ans qu'elle était là, et qui était très jolie, c'était un beau problème, on avait envie d'y réfléchir. Et je m'y suis penché pendant les 6 premiers mois de ma thèse. Et puis au bout de 6 mois, la conclusion, c'était juste que le problème était trop fort pour moi et que si je voulais, je pouvais y passer encore 4 ans et je risquais de ne pas trouver. C'est fou. Et donc, il y a cette notion, quand on fait de la recherche, qu'on retrouve là, c'est à un moment donné, il faut aussi être humble face au problème. Ouais. Et puis se dire, à quel moment je prends la décision de continuer, à quel moment je prends la décision d'arrêter. Alors du coup, j'ai décidé d'arrêter, de partir sur d'autres sujets qui me correspondaient mieux et sur lesquels j'ai pu quand même faire des choses. Oui. Et puis du coup, la question que je me posais, elle a été résolue par 2 mathématiciennes, alors une anglaise et une suédoise de souvenirs. Mais quand j'ai lu leur article, je me suis dit, bon, elles l'ont trouvé, c'est pas moi qui l'ai trouvé avant elles, mais quand j'ai lu leur article, je me suis dit, c'était totalement hors de portée. Moi, je réfléchissais pas comme ça. Et on retrouve vraiment ça, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des moments où là, on en voyait qui étaient sur ce cube-là ou sur les triangles aussi, où on cherche une autre solution, puis on sait qu'on a un autre problème qui nous attend aussi à côté. C'est-à-dire que des fois, on a plusieurs problèmes en tête, on sait qu'on peut réfléchir à ça, puis on réfléchit à un problème. Et alors, soit on n'y arrive pas, on se dit ça, c'est un peu trop dur, je vais essayer celui-ci, quitte à y revenir après. C'est-à-dire qu'un renoncement n'est jamais définitif. C'est vraiment. Avec, moi, je me souviens par exemple, même quand je faisais un peu de programmation, de choses comme ça, souvent il y avait un moment où il fallait que j'abandonne pour y revenir, l'esprit plus frais à notre moment et trouver la solution tout de suite. C'est vraiment le principe Eureka, quoi. C'est parce qu'on a cherché longtemps et d'un coup on a l'impression d'avoir ce déclic qui arrive. Ouais, ça arrive tellement par rapport souvent, à ce que tu disais avant, nous c'est vrai qu'on est un peu dans une fausse situation de recherche parce que, en fait, il y a des réponses. Et nous, même, on les connaît, pas toutes. Des fois, on peut se poser des nouvelles questions. Des fois, on a la chance d'avoir des gens qui nous posent de nouvelles questions. Mais c'est vrai qu'on essaye vraiment. J'avais un collègue qui utilisait la métaphore de l'élastique. L'idée, c'est d'arriver à proposer quelque chose, une question qui va tendre un peu le visiteur comme un élastique. Et surtout, ne pas le casser, quoi, ne pas lui proposer un truc trop dur. Et si possible, et c'est là qu'on est face à un problème qui est intéressant pour nous, un problème avec des petits étages qui font qu'on peut peut-être glisser un indice pour le laisser un peu supporter cette tension, justement qu'il n'abandonne pas. Quand il abandonne, pour nous, c'est que l'élastique est cassé. Oui. Parce qu'on a la chance, justement, d'avoir un peu comme ces résultats intermédiaires qui nous permettent de détendre l'élastique de temps en temps, quoi. Donc d'arriver faire à relâcher la pression par petits moments. Pour moi, c'est vrai quand je vois alors j'essaye de pas être trop dur avec ça parce que justement il y en a qui ont besoin de papillonner, ça dépend des esprits. Mais quand j'en vois un qui se détourne d'un casse-tête pour faire autre chose, j'ai un petit sentiment d'échec. C'est que j'ai pas réussi à l'accompagner parce que moi j'ai envie qu'il trouve la solution lui-même. C'est vraiment voilà. Oui, puis de trouver la solution de façon satisfaisante aussi. Ça c'est aussi quelque chose qui s'exprime pas mal. Et encore une fois, ça dans la recherche, c'est aussi, il y a des théorèmes qui ont plusieurs démonstrations. Et même quand on a la démonstration, on se dit mais on a quand même envie de continuer à chercher parce que là, la démonstration qu'on a, ça va, mais elle est un peu technique, on n'est pas sûr d'avoir compris le fond du problème. Et là, sur ce cube-là aussi, on en a vu, des fois, il y en a qui ont compris, ils l'ont fait une fois, mais on va quand même le défaire, on a envie de le défaire et de le refaire pour être sûr qu'on l'a, quoi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'être arrivé au but, c'est bon, on l'a fait, je m'arrête. Mais une fois qu'on l'a fait, on a presque envie de se dire, on a envie de trouver la logique, la façon. Alors sur le plus petit, ils avaient repéré tout à l'heure que toutes les faces étaient identiques, c'était le même schéma qui se repérait. Là, c'est pareil, il y a un mécanisme à l'intérieur. Et en fait, on a envie de laisser le casse-tête et se dire, on a quelque chose, une image mentale, quelque chose qui se passe dans notre tête qui fait que si je reviens dans une semaine, je le referai du premier coup, même si j'ai oublié toutes les étapes un peu intermédiaires qui m'ont fait, sur lesquelles j'ai galéré. Et de se dire, il y a 2-3 idées simples, 2-3 idées élémentaires qui capturent d'une certaine manière l'essence du problème et qui fait qu'on trouve ce problème élégant et qu'on n'a pas juste réussi comme ça un petit peu par hasard. Je crois que c'est ça aussi que ça développe, ce genre d'atelier. C'est qu'il y a eu un moment où j'en ai entendu quelques-uns qui, leur camarade à côté avait la réponse, mais ils ne voulaient pas. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on ressent que ce sera plus agréable de trouver par soi-même. Et il y a le côté, finalement, presque, on préfère ne pas avoir la solution
que de l'avoir eu en regardant. Alors, ça n'empêche pas de s'inspirer, c'est-à-dire des fois, on peut avoir des idées. En fait, il n'y a pas une attitude qui est meilleure que d'autres. C'est-à-dire qu'il y en a au contraire qui vont dire « Ah, je regarde et je m'inspire ». Et c'est bien aussi, parce que ça aussi, c'est pareil dans la recherche. Personne ne réinvente les mathématiques depuis le début. À chaque fois qu'il veut démontrer un théorème, il faut s'inspirer de ce qu'ont fait les autres. Eh bien, sur ce type de casse-tête, développer cet état d'esprit de « je vais la trouver par moi-même », parce que ce qui est important, ça va être ma démarche. C'est là que je vais retirer le plaisir de la recherche. Ça, c'est assez chouette de le voir aussi. Mais on a toujours l'impression qu'il n'y a pas forcément d'application pratique derrière, de dire bon, c'est pas suffisant, ça va pas amener à de grandes découvertes, voilà. Mais pourtant, très régulièrement, il y a des chercheurs et des chercheuses qui cherchent des maths juste finalement pour le plaisir. Parce que c'est beau, parce que c'est élégant, parce que ces théories, on a envie de les comprendre, quoi. Voilà, c'est comme un casse-tête, c'est vraiment comme ça. On a envie que le cube soit beau, qu'il n'y ait pas de trou, qu'il n'y ait pas de pièces qui dépassent et que tout soit comme il faut. Et puis on se rend compte après que finalement, ça va servir à quelque chose. Parce que finalement, les raisonnements qu'il faut faire pour ce cube-là, c'est des raisonnements qui vont être utilisés après dans d'autres domaines. C'est-à-dire que c'est le même mécanisme mentaux finalement, même si ce n'est pas les mêmes sujets sur lesquels on travaille. Mais moi, je suis toujours un peu embêtée par cet argument d'utilité où on veut toujours dire « mais attends, les maths, à quoi ça sert ?» Alors que tout compte fait, je pense que je connais assez peu de matières qui servent autant que les maths. Enfin, je veux dire, ça sert à construire un esprit logique, il y a énormément d'applications. Oui, c'est ça. Après, c'est vrai que les élèves qui se posent la question « à quoi ça sert les maths ?» souvent, c'est plus à quoi ça va me servir à moi. Pourquoi est-ce que je suis en train d'apprendre là, ces dérivés de fonctions ou quoi que ce soit, alors que j'ai juste pas du tout envie d'être ingénieur ou prof de maths ou quoi que ce soit. Et en soi, c'est vrai que ça ne va pas avoir d'utilité pratique pour eux. En fait, ils pourraient apprendre autre chose, c'est-à-dire au lieu d'apprendre des dérivés ou je ne sais quoi, quel autre point du programme. Mais par contre, effectivement, développer cette persévérance, développer cet esprit logique, cette capacité à raisonner sur un problème et à identifier les choses qui sont intéressantes dedans, les choses qui le sont moins, les choses, voilà, c'est aussi un moteur, quoi. Oui, je suis complètement d'accord. Là, tout à l'heure, il y a un problème qui est survenu là, sur le petit cube qui est là-bas et que je n'ai toujours pas résolu. Donc, en tout cas, moi, je repars avec et je te tiens au courant si je l'ai. Ok, bon, je vais aussi essayer d'y réfléchir parce que je suis sûre qu'on n'était pas loin de la solution quand même. J'aimerais bien comprendre ce qui s'est passé. En fait, là, j'avais deux raisonnements. Il n'y en a aucun qui marchait. Et à chaque fois, je me suis dit, je suis tout prêt. Et puis, à chaque fois, ça ne marchait pas à la fin. On a l'impression d'être tout prêt, on a l'impression de comprendre quelque chose. Et puis, en fait, ça ne marche pas. Ah, mais c'est comme ça qu'ils sont. Quand ils sont bien frustrants, c'est ce que disait un élève en partant. Ouais. Je suis terriblement frustrée et c'est ça qui est bien. Merci de m'avoir fait participer à ça. Et c'était très agréable. Merci d'être venu. Et voilà, à une prochaine, du coup, pour un autre stand, un autre atelier. Avec plaisir.